Bienvenue sur Philosostreet, le podcast de la philosophie posturale ou posturosophie. Cette fois-ci, sur cette deuxième partie, avec Pank, nous allons traiter de la question du choix de la forme du podcast, de ses caractéristiques, de ce que ça apporte sur notre volonté de transmettre nos postures philosophiques sur le format du podcast. Ce qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'on retrouve un petit peu la démarche qu'il y avait, la différence qu'il y avait entre la radio et la télé. On sait bien que l'image véhicule quelque chose. On sait encore plus que l'image et le mouvement est une communication. C'est-à-dire que le visuel par lui-même est une communication. La façon dont tu vas faire une vidéo, la façon dont les personnes vont se comporter, les micro-expressions qu'il va y avoir, les cadrages que tu vas prendre, va influencer automatiquement le partenaire qui va écouter, la personne qui va écouter. Pourquoi ? Parce qu'il va peut-être dire « Putain, j'aime pas sa gueule ». Ah lui, il a une sale gueule, il a un sale nez, il a un sale truc, ouais, j'aime pas comment il est habillé. Ou au contraire, waouh, j'adore sa chemise. Mais pendant ce temps-là, t'écoutes pas. Tu vois, t'observes. Stimuler le sens de la vue, c'est intéressant. Observer les comportements et le langage non verbal, c'est intéressant. Mais paradoxalement, ça nous enlève du cœur de ce qui est proposé, c'est-à-dire le verbe, le mot, la pensée. Et même si on peut prendre, moi je reprends une référence parce que c'est intéressant si vous voulez chercher sur le web, Marabian disait voilà, 7% de la communication passe par les mots et le reste en gros c'est du non-verbal. D'accord ? Pour autant, un podcast, et c'est peut-être la beauté du podcast, c'est aussi la beauté de la radio, je ne sais pas comment toi tu utilises la radio, mais moi par exemple j'ai plus de télé et je regarde moins de vidéos YouTube que je ne les écoute. J'écoute des conférences, je regarde pas ce qui se passe pendant la conférence. J'écoute beaucoup la radio. Pourquoi ? Parce que je trouve que le verbe, alors après c'est aussi mon canal perso, moi je suis un auditif, le verbe, le mot, la façon dont la personne va s'exprimer, les latences, les blancs, les questionnements, tout ce qu'on est en train de faire là, on cherche le mot juste. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas pouvoir donner une image pour faire comprendre l'idée. On va être obligé d'aller chercher à l'intérieur de nous une communication juste qui va permettre à l'auditeur simplement de comprendre ce qu'on est en train de dire ou l'orientation philosophique qu'on a envie de partager. Sans être dans une notion qui va complexifier. Et c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si on veut être compris, là on n'a pas des images ou des gestes de main pour faire comprendre ce qu'on est en train de dire. On doit trouver le verbe suffisamment juste, simple, compréhensif et ouvert pour que tout le monde puisse rebondir dessus, en accord ou en désaccord. Et en ça, le podcast a quelque chose de fort. En ça, le podcast, comme la radio, a quelque chose que je trouve de plus intéressant que faire une vidéo. La vidéo, c'est souvent flashy, c'est souvent court, c'est souvent pour permettre à tout à chacun de vivre une expérience, mais pas de penser l'expérience. Là, l'intérêt dans un podcast, et on le voit avec les podcasts de Joe Rogan, où lui il se lâche complètement et autres, sur les Tim Ferriss, sur tous les grands podcasteurs, ce qui est chouette, c'est que ça nous fait réellement cogiter. Autre chose, le podcast, et si on reprend la notion de philosophie de rue, c'est aussi pouvoir écouter ton podcast dans ton train, dans ta voiture, en train de faire ton sport. Quand il y a une image, tu as automatiquement l'envie d'aller vers l'image. Comment on le sait ? On le voit quand il y a des sous-titres. Amusez-vous à ne pas lire ce qui est en train d'être écrit quand il y a des sous-titres. Vous n'y arrivez pas. Pourquoi ? Parce que l'œil sera attiré. Quand c'est juste du son, quand c'est juste des voix, des débats, le cerveau peut se focaliser dessus et en même temps je peux vivre autre chose, je peux faire mon sport, je peux conduire ma voiture, je peux partir dans ma pensée philosophique aussi. Et en ça je trouve que le podcast est bien plus ouvert qu'une vidéo et il n'y a pas du tout la même orientation. Déjà le fait de ne pas nous voir et simplement s'habituer à des timbres de voix, à capter les différentes émotions qui peuvent se passer au travers de cette voix, la recherche du mot qui va être utilisé, etc., vous donne un impact en tant qu'auditeur par rapport à la personne que vous avez
en face de vous, entre guillemets, dans ce podcast. Et c'est en ça où moi je trouve que ça a du sens de faire un podcast. Après, la notion est de voir comment vous, en tant qu'auditeur, vous allez l'utiliser. Ce que je trouve intéressant dans le format du podcast, alors moi j'ai nettement moins l'habitude que toi d'utiliser ces choses-là. Je ne suis pas forcément à l'aise là pour ce premier podcast, mais et c'est cette possibilité d'exploiter pleinement notre propre sémantique et d'être un peu plus à l'aise en fait pour exprimer les choses. J'ai vu des youtubeurs s'exprimer dans des vidéos YouTube et dans les podcasts, et je trouve que c'est vraiment deux personnalités complètement différentes. On sent bien que les cadres ne sont pas les mêmes. Sur YouTube, tu as tendance à te réfugier rapidement vers la technique. Tu es un peu coloré par l'image. Quand tu dis les choses, tu sais que derrière il y a une image, donc il y a tout un travail de calcul qui peut être assez rapidement lourd. Ce que j'espère moi personnellement de ce podcast, c'est de pouvoir libérer, c'est-à-dire que l'idée c'est que nous, les conversations qu'on avait eues depuis toutes ces années, je les ai trouvées super intéressantes parce qu'on peut en tirer des choses, et je voulais les matérialiser sur le podcast. Enfin, d'une manière générale, je voulais les matérialiser. Le podcast c'était une bonne chose. L'esprit du podcast aussi, c'est qu'il y a un côté non tenu, c'est-à-dire que sur une vidéo qui a l'obligation d'être assez courte, on peut, un œil extérieur pour avoir un regard critique, il peut y avoir une forme de censure sur les choses. Là, sur le podcast, surtout s'il est long, il y a un côté immaîtrisable, c'est-à-dire que les gens vont s'abonner, ils s'y intéressent, ils s'y tiennent, mais il y a quelque chose d'assez libre sur le podcast. Et avec le temps, je pense que même moi, personnellement, je vais pouvoir plus me libérer. Là, je suis encore un peu tenu parce que je suis un peu tenu par l'aspect technique. Toi, tu as beaucoup plus l'habitude, tu dis les choses plus librement. Quand tu me parles et que tu dis des choses, il y a plein de choses qui me viennent en même temps à l'esprit. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense que je noterai les choses que j'ai envie de dire et qui partent juste après parce que je suis tenu par le fait de parler. Je vais pouvoir aligner ma sémantique avec ma pensée. Dire ce que je veux dire honnêtement et le dire rapidement avec une sémantique qui est juste, que je vais pouvoir impacter rapidement. Le podcast, il a ce côté libre en fait que je trouve très intéressant et que j'ai envie d'exploiter. Et comme tu dis, c'est vrai que souvent quand on regarde les vidéos YouTube, quand il y a des sous-titres, c'est clair que j'ai envie de les lire. Et quelque part, je suis tenu par la lecture, et donc quand je lis, l'exploitation auditive, elle n'est pas optimale. Et l'idée, c'est qu'au-delà donc, de ce fait de s'intégrer complètement à la sémantique, c'est que dans la forme du podcast, comme tu dis, c'est des choses que, avec les applications maintenant, les gens peuvent enregistrer les podcasts et puis les écouter dans le métro, dans le RER, en voiture, en courant. Voilà, il y a une vraie cohésion autour du podcast et qu'on peut exploiter. Et c'est un monde parallèle qui est intéressant parce qu'il peut se surdévelopper. Et il y a même des gens, je pense, qui vivent entièrement sur le podcast au niveau de l'accès à l'information et ne regardent plus du tout le visuel YouTube parce que c'est prenant, ça demande de se poser, tu peux pas faire d'autres choses. Voilà, donc le podcast a cette forme un peu libre et un peu pure qui est intéressante. Ouais, complètement. Tu vois à l'entraînement, Greg par exemple, et c'est marrant, à chaque fois que je viens, il écoute soit de la musique, soit il écoute un podcast de la semaine. Souvent il aime bien Joe Rogan. Et je sais qu'à chaque fois, il est en écoute de ses audios. Et je trouve que le principe de l'audio est quelque chose de chouette aujourd'hui. On a joué beaucoup avec le visuel, et je pense que le visuel a tué un peu le verbe. On en parlait un petit peu avant, où avec les gros youtubeurs, tu vois comment c'est construit. Ils font des incrustations, ils font des séquençages, ils rajoutent. C'est professionnel. C'est beau, hein. Néanmoins, alors logiquement ça va appuyer le dire. Je mets une séquence de quelque chose, j'y rajoute, je mets un plus, un non, un mais, des explosions, des trucs, c'est sympa. D'un point de vue purement psycho, on sature vachement. Plus tu satures, plus tu rentres dans une transe, donc plus tu es apte à adhérer potentiellement à un discours, mais moins, et je trouve que c'est la beauté du podcast, moins tu gardes ton facteur critique.
Facteur critique étant espace de jugement. L'espace de jugement dans une notion de partage, quel qu'il soit, et plus encore quand il est philosophique, c'est de dire, mais tu as le droit de ne pas être d'accord. Et tu as le droit de juger que ce que je dis, c'est de la merde. Où est le problème? Ton jugement est ton jugement, ce n'est pas une vérité, comme le mien n'est pas, ce que je dis n'est pas une vérité, comme ce que tu dis n'est pas une vérité, et que justement, ce qu'on a envie, c'est d'attendre qu'il y ait un jugement qui se fasse à l'intérieur de toi. Et le jugement, c'est amusant, ça, c'est quelque chose qui moi, je suis en réflexion dessus ces derniers mois, où on dit, à longueur de temps, il y en a marre de cette société qui fait que juger. On juge les gens, leur image, leurs pensées, leurs trucs. Et alors? La base du facteur critique en hypnose, on appelle ça facteur critique. Ok. Et en réalité, le facteur critique, c'est l'acte de jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est la capacité à un moment ou à un autre de se rendre compte si quelque chose a plus une coloration ou une autre. Il y a des raies, ne pas y adhérer. D'accord? Moins tu as de jugement, moins tu es capable de faire une coloration. L'exemple de base que donnait Hellman, que j'aime beaucoup, c'est tu n'es plus réellement capable de savoir si le doigt que tu mets dans l'eau, c'est de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau tiède chaude ou de l'eau tiède froide. Tu sais pas. Tu n'es plus apte à juger. Donc, si tu n'es plus apte à juger, ce que je vais te proposer, l'information, va devenir une suggestion que tu vas davantage adhérer vu que tu n'es plus capable de le juger. Or, on fait que d'un point de vue psychique, d'un point de vue même d'entreprise et même plus étatiquement parlant, on dit ouais, il y en a marre du jugement, arrêtez de juger. Et on te le répète. Prends attention au nombre de fois où on parle de jugement, discrimination dans le jugement, jugement tout le temps. Mais des personnes sans jugement sont des personnes qui sont orientées dans des transes. C'est-à-dire qu'elles sont entraînées à aller dans une valeur d'adhésion plus importante. Je ne dis pas qu'elle va adhérer à tout, mais une valeur d'adhésion plus importante que si elle a gardé un facteur de jugement. Or, là quand on est en train de travailler que sur ce mot, ce verbe, on attend que notre partenaire puisse garder un vecteur de jugement sur ce qu'on est en train de dire. Alors bien sûr, les flows, comme on est en train de parler, les images qu'on donne, bien sûr ça diminue les jugements parce que là aussi on peut saturer. Néanmoins, il n'y a pas le visuel qui arrive et qui très rapidement nous emmène ailleurs. Je rappelle, pour être saturé, c'est entre 5 et 7 éléments en même temps. Donc 5-7 concepts. Au bout d'un moment, ton cerveau ne peut plus capter l'ensemble des éléments. Plus on va donner un ensemble d'informations, donc visuel, auditif, kinesthésique, plus je vais te donner de l'info, plus ton cerveau va être incapable d'accepter les nouveaux stimuli. Et si tu ne les acceptes pas, ces stimulus peuvent venir à ce moment-là des éléments d'orientation de ta pensée. Ce qui est intéressant. Or, dans la philosophie, on doit rester le plus critique possible. Critique de jugement, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Or, nous, jugement, critique, c'est automatiquement orienté mal. Là, l'intérêt, c'est de faire penser, d'ouvrir une philosophie positive, entre guillemets, positive dans l'état d'esprit de se dire je suis apte à critiquer, à avoir ma propre philosophie et mes propres conclusions par rapport à ce qui a été dit. J'adhère ou pas à tel ou tel cheminement intellectuel et philosophique qu'ils viennent de faire dans ce podcast-là, et ça me va très bien. Et je pense que c'est un des plus du podcast. Ne pas sursaturer, laisser le facteur critique, donc facteur de jugement, et permettre à tout à chacun de grandir et d'évoluer au travers de ce que lui va estimer être bon et juste pour lui. Justement sur la question de la sémantique, alors c'est vrai qu'au départ, justement, quand j'ai pensé à ce podcast et que j'ai voulu vous y inviter à participer à ce projet, ça venait des vidéos que j'avais vues que tu avais faites, et je me suis dit, toutes les vidéos, j'ai dit mais c'est de la philosophie en fait. Je veux dire, quand tu parles de vie simple, d'action, de posture, c'est ni plus ni moins on va dire, de ce que l'on connaît, des reprises de concepts philosophiques, voilà, qui sont appliqués dans ton métier, mais qui sont des questionnements en fait sur nous, notre manière d'interpréter l'information, comment on la gère, comment on gère les dissonances, les congruences, toutes ces choses-là. Et après, en discutant avec Eric, on est arrivé sur le thème sur la thématique de la sémantique.
C'est-à-dire que il y a un point qu'on peut voir au travers du podcast, c'est comment nous, on interprète la sémantique, sachant que parfois, il y a un mot que tu prends et que moi j'utilise et qui a un sens particulier pour moi parce qu'il y a une histoire à travers ce mot-là, mais quand moi j'utilise ce mot-là, peut-être que toi, ce mot, tu vas le prendre différemment. Parce que ce mot, pour toi, est associé à une autre histoire, à une autre perception des choses. Et des fois, le problème de communication qu'on peut avoir avec les gens, ou le problème, comment dire, d'incapacité que l'on a de juger une situation, elle est liée à cette sémantique qui est fausse, ou qui est mal interprétée, ou qui est mal utilisée. Et là, on rentre dans un problème qui est complexe, c'est que quelle est, et là on le voit avec les jeunes, souvent les ruptures de génération, les ruptures de communication qui sont faites entre les gens, ou les ruptures de communication entre les catégories sociales ou sociologiques, ou même pour aller plus loin entre les différentes cultures, viennent du fait que les mots utilisés et les grammaires, les articulations, les sémantiques, de manière générale, elles sont complètement différentes par rapport aux uns ou aux autres. Et est-ce que la question de la sémantique n'est pas quelque part un point clé sur la compréhension des choses, parce que voilà, on a volontairement enclavé les mots et les structures grammaticales autour d'idées et qu'on n'arrive pas à libérer ces idées-là parce que elles sont faites sur des phrases toutes faites. On voit souvent quand on discute avec des gens, ils sortent très rapidement des phrases toutes faites qu'ils ont retenues, qu'ils utilisent eux-mêmes parce que ce sont des biais analytiques qui leur permettent en fait de construire une conversation. Et l'idée du podcast, c'est de se focaliser sur ces notions de sémantique et de libérer complètement la sémantique. C'est-à-dire on reprend les mots, on reprend les phrases et on va reconstruire un petit peu, on essaie en tout cas à notre échelle de reconstruire des pensées en réarticulant les phrases, en reprenant des mots et puis en les brisant dans leur diktat et dire en fait ce mot-là il peut aller beaucoup plus loin parce que on l'utilise à mauvais escient et qu'il est mal compris par la plupart des gens. Et ça, je trouve que c'est une notion qui est intéressante. C'est une notion autour de la sémantique et à se dire que certaines personnes utilisent des mots, mais c'est pas les bons mots. Ils sont mal utilisés. Ils sont mal utilisés par rapport à leur propre cohérence et leur dire que ce mot-là peut aller beaucoup plus loin dans le sens de ce qu'ils ont au travers de cette sémantique. La notion qui revient, c'est première chose, effectivement, psychologie et philosophie, c'est lié. La première chaire de psycho était une chaire de philo. Ça ira pas plus bas. Donc, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il n'y a eu d'existence de la psycho qu'à partir du moment où il y a eu une chaire de philo. D'accord ? L'un est lié à l'autre. Donc, automatiquement, des questions que tu vas te poser sur toi-même d'un point de vue psychologique arriveront, à un moment ou à un autre, à des questions primordiales de philosophie. La deuxième chose, c'est l'importance de la sémantique. L'importance de la sémantique, dans moi, le boulot que je fais et dans le métier que j'ai, c'est un métier du mot, c'est un métier du verbe. Donc, c'est la base même de mon job. Il y a des gens qui bossent dessus à longueur de temps, sur la sémantique, on le sait bien. En PNL, donc programmation neurolinguistique, ils vont dire, là, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle les métamodèles. On dit, en gros, voilà, tu as une structuration intérieure avec un ensemble et un cheminement qui a été mis en place par rapport à un mot, une expérience. Donc tu l'as à l'intérieur de toi avec un ensemble de souvenirs, de mémoire à long terme, de valeurs, de croyances, d'expériences qui se cumulent à l'intérieur de toi. Tout ça, tu l'as. Sauf qu'il va falloir l'exprimer à quelqu'un d'autre, à l'extérieur. Donc en gros, tu as l'expérience interne qui a été vécue au travers d'expériences externes qui ont créé donc ton expérience interne. Ton expérience interne, tu veux la communiquer. Sauf que tu ne peux pas communiquer l'ensemble de ton expérience. La joie, tu ne vas pas remonter à la première fois que tu as goûté un gâteau au chocolat quand tu avais 2 ans parce que la personne n'en a rien à battre. Donc tu vas tout compiler et faire ressortir l'expérience au travers du mot. Le mot derrière, il ne sera jamais juste. Parce que pour toi, tu pars du postulat que le partenaire en face de toi a une compréhension de ta sémantique, a une compréhension de ton mode de vie, a une compréhension de ta culture, a une compréhension de plein d'éléments. Donc tu vas
sortir une info que tu estimes être juste et précise parce que tu pars du postulat que l'autre a déjà compris des choses qui n'ont pas été dites parce qu'elles se retrouvent dans l'expérience interne. Et donc, dans ce cheminement-là, dans l'expression qu'il va y avoir des manques, des carences. Il va y avoir, en PNL, il y en a 3, mais il y en a dans d'autres systèmes où il y en a plus. On va dire qu'il va y avoir des omissions, c'est-à-dire que tu utilises un mot, tu utilises un concept, mais tu omets d'avoir un index de référence, par exemple. Tu coupes une partie de ce qui a été proposé. C'est les coq à l'âne qu'on peut faire. Alors, on commence un truc, on finit pas notre phrase, et puis on donne une conclusion à ce qu'on vient de dire avant. Et puis ça nous paraît normal parce qu'on comprend ce que l'autre est en train de dire, sa philosophie ou son cheminement. Le problème, c'est que quand on parle justement de philosophie et qu'on ne connaît pas l'index de référence de base, ça va être compliqué. L'omission à ce moment-là va faire qu'on ne comprend plus rien à ce qui est dit. Et donc, le mot utilisé n'aura plus le même sens. Il va y avoir des distorsions, c'est-à-dire par exemple des causes à effet. Tu distors une information à tel point que la personne ne comprend pas comment tu as pu partir de il fait beau aujourd'hui, ça veut dire que partout les gens sont contents. Et comment tu as pu arriver là-dessus? Le soleil rend les gens heureux. Où? Mais pour toi, ton expérience de vie, soleil égale joie, bonheur, etc., etc. Dans ton cas, dans ta culture, dans ton truc, ouais, aujourd'hui, on est en hiver, on a du soleil, c'est cool. Tu vois, les gens sont plus... Maintenant, tu vas au fin fond du Sahel, où il fait 50 degrés, et c'est encore une journée sans pluie, le soleil n'est pas égal bonheur. Et là, le soleil, on revient sur cette notion sémantique, oui, il y a une structuration, il y a une croyance. Nous, habitant dans le nord, dès qu'il y a du soleil, on est un peu content. Les mecs du sud, ils font ouais, c'est cool, mais il y a les incendies l'été, ouais, mais les nappes phréatiques diminuent, ouais, mais. Donc, on va avoir un ensemble de processus qui vont être dissonants dans le mot et effectivement pouvoir replacer un mot juste, mais le retraduire. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de dire là, chaque mot est à remettre en question. Ne serait-ce que le mot, qu'est-ce que c'est un mot? Qu'est-ce que c'est un verbe? Qu'est-ce que c'est le mot sémantique? Pourquoi on le traduit? Qu'est-ce que c'est le mot philosophie? Tout est à retraduire sur les gros concepts. Parce que, hormis les mots de liaison, tout peut être distordu, tout peut être changé, tout peut être omis. Ou, la dernière, c'est généralisation. Le nombre de fois, on dit c'est comme ça, c'est la vie, à chaque fois, toujours. C'est des distorsions, c'est des problématiques, c'est ce qu'on appelle donc des métamodèles. Donc entre ce que toi tu veux exprimer avec ton histoire de vie au travers d'un mot, et donc qui est un carcan, ton mot est lié à ton histoire. Moi, ma vision de ce mot-là, Eric, sa vision de ce mot-là, on va avoir parfois du mal à se comprendre ou on va comprendre des choses qui n'ont pas été dites. Et on va distordre le message. Alors imagine quand il commence à y avoir des cultures différentes, des éducations différentes, et on va aller plus loin, des langues différentes, des gens qui parlent ta langue alors que ce n'est pas sa langue naturelle. Il distord déjà parce qu'il peut souvent être traduit par sa propre langue au départ. Donc, compliqué au niveau de la communication. Et effectivement, il ne peut y avoir de philosophie qu'à partir du moment où il y a une sémantique, mais il faut que cette sémantique soit la plus commune possible, ou en tout cas que la définition soit acceptée par tout à chacun, mais même dans cette définition, notre histoire de vie va avoir un impact. La pratique donc, on parlait du format de podcast avec la pratique de la sémantique. Je pense que c'est déjà pour des gens qui ne s'estiment pas philosophes ou qui n'arrivent pas à déceler leur attitude philosophique, ça peut être déjà un premier moyen donc de réfléchir aux mots qu'ils utilisent à chaque fois pour déjà avoir cette première démarche, cette première posture de philosophe. Ainsi s'achève la deuxième partie de notre premier podcast de Philosoph Street. Nous aborderons en troisième partie avec Pank la nature même des sources d'information et notre relation à celles-ci. Bien évidemment, on est toujours friand de vos feedbacks afin de nous aider à nous améliorer sur notre travail.